Bonjour et bienvenue au Coin du Feu pour ce nouvel épisode des Annales d'Opale. Aujourd'hui je suis avec Ethno. Salut. Et avec une invitée. Un ou une invitée, en fait, elle est, comment on peut dire, polymorphe. Je veux parler de Merlin. Bonjour à tous. Et tous les trois, on s'est réunis pour parler d'un livre qui je pense que pour la plupart d'entre vous connaissez, qui est Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Mais avant d'entrer dans le détail de la conversation, je te propose, Merlin, de présenter un peu ton travail. Très bien, écoutez, bonjour à tous. Je m'occupe donc de la page des livres de Merlin. Alors je sais, c'est un peu étonnant, un peu déroutant même. Merlin est une femme, et oui, jeune. Et bon, on imagine tout de suite l'homme avec la barbe blanche. Eh bien non. Mais c'est la bonne surprise du coup. C'est ça, exactement. Finalement, on ne connaît pas assez Merlin. Non, puis donc, après, on nous le présente comme ça, mais au final, on sait même pas s'il a vraiment existé. C'est ça. Le mystère restera toujours entier, je pense. Exactement. J'étais parti sur des cycles de réincarnation. C'est ça. Il peut se réincarner en n'importe qui. Exactement. Ouais. Le hasard fait bien les choses. Et donc, sur la page des livres de Merlin, écoutez, les Ethno et Cookie, je fais un peu pareil que vous, c'est-à-dire que je parle surtout de livres. Je suis une passionnée de fantasy, un petit peu de science-fiction et de fantastique. Et moi, je travaille plutôt sous forme écrite que audio, donc c'est mon tout premier podcast. Donc j'avais tellement hâte de faire ça avec vous, de vous rejoindre dans cet petit épisode. C'est cool. Et j'espère qu'on va bien se marrer. Normalement, de ce point de vue-là, on s'en sort. Après, c'est ce qu'on va pouvoir dire des trucs intelligents. Ça, c'est le vrai travail, il est là. C'est toujours le stress de savoir, on va pas raconter trop de conneries ou quoi. Et surtout qu'aujourd'hui, là, on va parler d'un livre qui n'est pas n'importe quel livre. C'est fait partie des best-sellers de la fantasy à la française. Alors, je sais pas si on peut vraiment parler de best-seller parce que je sais pas si les chiffres sont si gros que ça, mais en tout cas, c'est un livre qui, normalement, si on parle de fantasy à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en fantasy française, ça va être un des livres qui va être cité dans les premiers. Mm-hmm. Je pense à côté de La Horde du Contrevent, par exemple. Donc, il est écrit par Jean-Philippe Jaworski, dont on vous a déjà parlé, parce que je vous avais fait la chronique de Yanois Vera, qui sont des nouvelles qui ont été écrites, alors si je me souviens bien, un peu avant Gagner la guerre, et qui se passent dans le même univers. En fait, il y a une certaine continuité. Il y a même un personnage en particulier qui va vous dire quelque chose quand on rentrera dans le détail de Gagner la guerre. J'en dis pas plus. Donc voilà, c'est sorti en 2009 chez les Moutons Électriques. Puis en 2011 en poche, je crois. Moi j'ai la version poche qui ne rentre pas dans une poche. Parce qu'il faut savoir que j'ai un manteau dans lequel on peut mettre les livres de poche et celui-là ne rentre pas. Donc c'est pas un vrai livre de poche. Et puis on peut dire qu'il est assez conséquent en plus. Il est conséquent. Ouais, c'est ça, c'est un beau pavé. Et je te félicite quand même, Cookie, pour arriver à parler de ton manteau en ce début d'émission quand même. On a une relation très particulière avec mon manteau. Ah oui, d'accord. Je sais pas si je veux vraiment en savoir plus au final. Et pour faire un peu le tour de sa vie éditoriale, faut savoir qu'il y a 3 tomes de bande dessinée qui sont sortis, en fait, qui reprend l'histoire du roman que j'ai pas lu. Je crois que le dernier tome est sorti en 2021, si je me trompe pas, ça sort chez Le Lombard. Donc voilà, si vous êtes pas trop pavé de lecture, ça existe avec de belles images. Enfin, belles, je sais pas trop, parce que comme j'ai pas ouvert les BD, je sais pas qui décide et quelle qualité ça a, mais on peut imaginer qu'ils ont bien fait le travail. Et enfin, c'est un roman du coup qui a été récompensé du prix Imaginal, enfin des Imaginales, pour le meilleur roman francophone en 2009, donc l'année de sa parution. Et il a aussi reçu un prix qui va te parler, Ethno, puisque c'est le prix du premier roman région Rhône-Alpes. Ah bah oui, en effet, c'est de chez moi ça. Oui, comme tu vis à Clermont-Ferrand. Très belle ville d'ailleurs. Enfin bref. Voilà, après il est sorti sous différentes versions, en incluant ou non les nouvelles. Je crois qu'il y a une dernière version qui est sortie en 2020
avec un truc qui s'appelle la matière de Léomance, et je crois que ce sont toutes les nouvelles qui sont liées à cette région du monde, enfin bref. Du vieux royaume, ouais, mais d'ailleurs là il est ressorti encore le Gagner la guerre, comme tous ceux de Jaworski d'ailleurs, il n'y a pas longtemps là chez les Moutons électriques, dans une grosse édition encore, très belle. Ouais, bah, je crois que c'est celle-là. Non, parce que matière de Léomance, c'est encore un autre truc ça. Ouais, là c'est une brique, le truc, je l'ai sous-pesé. Ouais, je vois 1288 pages. Voilà, mais par contre c'est vraiment magnifique. Hein. Alors celui-là, non seulement il rentre pas dans mon manteau, mais il rentre pas non plus dans mon sac. En fait, je crois qu'il faut pas le sortir, hein. C'est un truc que tu laisses chez toi sur ton étagère et puis basta. Ouais, en gros, c'est ça. Donc voilà, ça c'était pour parler un peu du livre sous sa forme physique. Je te laisse la main pour le résumer, puis après on aura notre petite conversation habituelle. Ouais. Et juste une petite précision justement, parce que c'est vrai que d'habitude quand on présente un bouquin, on a plutôt tendance à faire une biographie de l'auteur, mais étant donné que tu l'avais déjà fait pour le recueil de nouvelles, à la rigueur on vous renvoie directement à cet épisode-là, qui est l'épisode je ne sais plus combien, hein. Je suis vraiment désolé, j'ai mal fait mon boulot, j'aurais peut-être dû le noter, mais quoi qu'il en soit, c'est trouvable facilement sur les plateformes. Donc pour le résumer, hein, je l'ai fait assez succinct parce que de toute façon, résumer un bouquin de presque 1000 pages comme ça, c'est assez compliqué. Donc moi je l'ai résumé comme ça. Benvenuto est un assassin et il est aussi l'homme de main du puissant Ducatore. Politicien, avide de pouvoir et prêt à tout pour arriver à ses fins. Il va utiliser son sujet pour gagner sa place de sénateur et avoir la main mise sur Ciudadella, la ville côtière magnifique et envoûtante. Je vous avais dit que c'était succinct. Hein. Ah oui, c'est... Je m'attendais pas à un truc aussi succinct. C'est succinct. Comme ça, tu dévoiles pas. Eh ben non. Bah après, bon, ça serait gâcher la lecture. Mais, après, on peut prendre la 4e de couverture, hein, si vous préférez. Mais... Non, ça me va très bien. De toute façon, ce qui est intéressant déjà, c'est le moment qui est choisi dans le livre et qui se résume au titre, hein, Gagner la guerre, puisque le récit commence à la fin d'une guerre et qui a priori est gagnée par Ciudadella, donc la cité franche, on peut dire. Et tout part de là, tout simplement, et on voit en fait les conséquences de la guerre et ce que ça implique pour les personnages que l'on suit, et notamment donc Benvenuto Bucéphale, qui est donc un personnage qu'on a déjà rencontré dans les nouvelles de Yanoa Vera. Et donc Jaworski a écrit la suite de son histoire, tout simplement. Je trouve que ouais, c'est un parti pris qui est pas très courant en fait. En général, dans la fantasy, on va plutôt parler de pendant la guerre, ce qui se passe pendant la guerre, raconter les batailles épiques, etc. Et rarement ce qui se passe après. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bah, d'autant plus que là c'est vraiment le début, hein. C'est-à-dire que c'est la fin d'une chose, mais c'est le début de beaucoup d'autres en fait, et c'est ça qui est assez intelligent, je trouve. C'est ça. Moi en tout cas, je ne connaissais pas du tout l'auteur ni l'autre rive dans laquelle on découvre Dante Béni, moi je l'appelle comme ça. Et j'ai vraiment adoré le fait qu'on soit directement plongé dans l'histoire, directement dans l'action, parce qu'on se retrouve à bord du bateau. Et déjà, la première scène, la première image de lui, c'est déjà, on le voit comme un homme qui est un petit peu affaibli, qui a le mal de mer. Et on sent qu'il n'est pas au top de son niveau. Et quand on le découvre au fur et à mesure des pages, on se dit mais c'est qui ce gars? Une canaille. Ça, c'est un autre élément qui est caractéristique du livre, c'est qu'on a clairement un anti-héros. Clairement. Et pourtant, parfois, on va quand même avoir un peu d'empathie pour lui. C'est-à-dire que c'est vraiment une crapule. Enfin, c'est pas un type dont vous voudriez avoir comme ami, hein, clairement. Mais il y a des moments où il peut se trouver qu'il peut être attendrissant, etc. Mais 2 pages après, il va faire un truc impardonnable, et après, vous pouvez plus le voir comme c'est ça, comme vous c'est le voyez, exactement ça. C'est complètement fou comment l'auteur arrive à le rendre tantôt victime et tantôt coupable. C'est que notre sentiment vis-à-vis de lui tout au long du livre, il ne cesse finalement de changer face aux situations dans lesquelles il se trouve. Et c'est vachement complexe, c'est pas du tout
comment dire, un récit manichéen, mais vraiment c'est beaucoup plus nuancé. Donc déjà, au début du livre, direct, on a un a priori quand même très négatif lorsqu'il se trouve sur le bateau avec Boucéphale Mastiga, le héros de la nation, celui qui leur a permis de gagner la guerre. Et je ne sais pas après si on peut en parler au niveau des auditeurs pour ne pas dévoiler un moment clé de l'intrigue, mais tout bascule déjà à ce moment-là. Alors qu'il était quand même vachement affaibli, puis ça aussi je trouve que c'est un ressort qui revient vachement dans le bouquin, c'est-à-dire que c'est jamais Jaworski ne fait toujours appréhender les choses d'une manière pour rebondir sur une autre à la fin en fait. C'est-à-dire que là, Benvenuto il est clairement, comme tu dis, malade en bateau, limite affaibli, on a de la peine pour lui, et puis il se passe un truc qui fait qu'en fait on se dit putain le con, pas du tout. En fait, et tout le livre, ce ressort-là est utilisé, c'est-à-dire que les situations ne sont jamais celles qu'on pense être. Et à ce moment-là, on comprend qu'en fait c'est juste un instrument. Il est les yeux, la voix et les mains de son patron. Il fait ce qu'on lui demande. Il est payé pour ça. Et malheureusement, dans la majorité des cas, il fait quand même au péril de sa vie. Alors, Et donc, il se passe ça sur le bateau. Et juste après, il se fait passer à tabac. À la fin des négociations avec les Résiniens. Et là, notre sentiment, il change complètement. On détestait le gars il y a 10 pages avant. Et là, tout d'un coup, mais on ressent une grosse pitié pour lui parce que, en plus, comment le récit est détaillé, on sent que le personnage, il pense avoir perdu la vue parce qu'il a un hématome au niveau de son visage. Il sent qu'il a perdu des dents, ça lui arrache une douleur énorme. Et il sait qu'il doit boire et manger parce que c'est sa seule manière de survivre. Et là, on dit, ah ouais, d'accord. Il est bon. Il est bon. On se dit, mais sur qui on est tombé ? C'est complètement fou. C'est ça. Et puis ce qu'il y a, c'est que c'est toujours des passages, comme tous les passages clés, qui sont vraiment ultra détaillés. Donc ça, pour moi, c'est un point fort comme un point faible, mais ça, je pense qu'on y reviendra en cours de chronique. Et là, oui, c'est vrai que quand il se fait casser la gueule, concrètement, il y a eu déjà un gros travail. Je crois qu'il a été aidé par des docs et des médecins pour savoir vraiment comment se passe une rééducation quand on a eu ce qu'il a eu, en fait. Et il n'hésite pas à rentrer et à décrire ce qui se passe pour Benvenuto du coup. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, qu'on a de l'empathie, c'est parce que je pense qu'on a tous plus ou moins eu des fractures, des machins, enfin on s'est tous fait mal en fait, je veux dire à un moment, et on sait tous la douleur que ça fait physiquement, et on sait que lui, même si c'est un assassin et qui tue des fois un peu comme ça parce qu'on lui demande, on peut pas s'empêcher d'avoir de la compassion pour lui parce que justement c'est une douleur qu'on connaît, donc forcément on s'identifie peut-être un tout petit peu plus à ce personnage. Il faut dire aussi que c'est écrit à la première personne, donc on a son point de vue à lui et on va forcément s'attacher un peu plus au personnage lui-même plutôt qu'aux autres, puisque on a ses sentiments, ses réflexions. Et ça aussi c'est un élément que j'aime bien dans ce roman, c'est qu'on a un assassin certes, mais il est pas complètement fou sanguinaire. Il a d'autres sentiments que juste le fait d'être froid et méthodique, quoi. Il a des contacts avec les gens, souvent plutôt inamicaux, mais pas que. Il a des personnes avec qui il s'entend un peu mieux. Il a de la gouaille aussi, ça revient souvent. Ça, il sait bien parler, donc en fait, on est sur un personnage plutôt bavard, alors qu'un assassin, on s'attend à quelqu'un de plutôt muet. Je trouve qu'il correspond pas complètement non plus à l'image qu'on s'attend d'avoir d'un assassin, et c'est ça qui crée aussi la sympathie, c'est qu'on n'est pas devant un surhomme froid et distant avec tout le monde. Méthodique, froid, ouais, c'est ça, exactement. Il a su en faire quand même quelque part le héros, parce que c'est le héros du bouquin. Et je pense qu'il a été obligé de lui filer quand même des trucs pour qu'on s'identifie un minimum, ou alors qu'on ait, à défaut de s'identifier, au moins ressentir de la sympathie, parce que tu peux pas tenir un roman comme ça sans avoir au moins de la sympathie. Et pour moi, justement, le fait qu'il ait de la gouaille, qu'il ait de la tchatch, ça fait pas tout non plus. Parce que même s'il avait eu une tchatch de ouf, mais que derrière je l'aurais toujours considéré comme un gros connard, ça aurait pas marché. Et je pense que ça aurait été le cas pour tout le monde en fait. Moi ça me fait penser à pas mal
de personnages principaux, j'ai un peu le même problème avec Fitz dans la Citadelle des Ombres ou l'Assassin Royal, je sais jamais quel est le vrai titre. Je sais pas si vous les avez lus. Non, pas moi. Si, Ouais. complètement. Et je trouve que Fitz, Merlin, surtout oui. dans les 6 premiers tomes, il est insupportable. Enfin, je trouve que c'est vraiment un gamin, une tête brûlée qui fait rien comme on lui dit et qui se met toujours dans la merde. Et au fur et à mesure, en vieillissant, il devient, je trouve, plus... On lui en veut moins, quoi. On commence à comprendre un peu comment il fonctionne. Lui, il a pris du plomb dans la tête, etc. Mais en tout cas, pour la première partie de la saga, moi j'avais un peu ce truc-là, c'est-à-dire que j'adorais le livre, mais je supportais pas le personnage principal. Mais quand même, en fait, parce que comme on voit tout de son point de vue et qu'on ressent un peu ce qu'il ressent, on accepte en fait qu'il soit comme ça. Mais parce que le personnage a été suffisamment bien écrit pour que ça devienne pas des tares narratives en fait, que ce soit vraiment pris en compte dans l'évolution de la narration de l'histoire. C'est ça. Après, ouais, c'est l'inconvénient d'avoir des romans qui soient vraiment axés sur un personnage ou écrits à la première personne. C'est que oui, il faut apprécier un petit peu les qualités et les déviances du personnage. Moi, Fitz, je sais que je l'adore, mais il y a certaines scènes où on se dit mais pourquoi tu fais ça? Enfin, on te tend le bâton, tu le prends, donc non, enfin, ne fais pas ça. mais oui, je comprends totalement. Après, bon, j'aime énormément l'œuvre de Robin Hobb, donc oui, ça... difficile à mes yeux de lui trouver quelques défauts, mais oui, je comprends tout à fait ton ressenti. Ouais, de toute façon, Robin Hobb, ça fait partie des grandes autrices des années 90, surtout d'ailleurs. Enfin, elle continue à écrire, mais je pense à cette chose. Moi, c'est ma triplette Cook, Hobb et Martin. Et pour moi, Martin, c'est le plus faible de très très loin. Bizarrement, c'est celui qui est le plus ressorti, mais. C'est ça. Ouais, c'est clair, c'est justement parce que tu peut-être des trucs à lui reprocher. Ouais, mais après, c'est des. Je pense qu'il faut être. Enfin, comment dire. Ça ne demande pas la même sensibilité, en fait, tout simplement. Je pense que c'est ça, c'est pas la même plume entre tous. Et c'est comme Jaworski, que je ne connaissais pas du tout, mais j'ai adoré le ton brut et la plume détaillée, méthodique. Ça accentue forcément la personnalité de l'homme de main, l'assassin, l'espion, mercenaire. Il a un peu tous les rôles pour la famille Ducator. Et j'ai vraiment aimé le style plein d'argot, les punchlines terribles, l'humour noir aussi derrière, la cruauté, aussi malheureusement la saleté de certains passages. Je pense que soit on aime, soit on n'aime pas. Oui, ouais, je crois que ça c'est un truc qui revient souvent en fait. Il n'y a pas de demi-mesure avec ce bouquin en fait. C'est ça, pour l'avoir lu dans d'autres univers, Jaworski, il a ses tics d'écriture forcément, et c'est vrai qu'on est assez souvent sur ce type de récit. Si on prend sa saga dans le monde celte, le ton est un peu le même, bien que beaucoup moins cynique. Il y a moins ce côté crapule des rues, quoi. Mais on a toujours l'aspect un peu méthodique, très comment dire. Il utilise un vocabulaire très précis pour désigner les choses. Il enseigne l'histoire à l'université, hein, donc je pense qu'il y a de ça aussi. Ça lui vient de ses connaissances universitaires. Et quand tu sais certaines choses, c'est difficile de ne pas les utiliser pour écrire. Je pense par exemple à des passages où il parle des bateaux qui sont au port, et il utilise des termes, des noms de bateaux que j'avais jamais vus, donc je vais voir dans un dico pour me dire tiens, c'est ce type de bateau, alors qu'en fait il aurait pu utiliser un terme assez générique, vous auriez eu l'image, mais ça aurait pas donné le même goût au récit en fait. C'est ça. C'est ce qui fait que la ville est vivante aussi, parce que concrètement, pour parler des personnages, parce qu'on va y venir je pense, mais moi personnellement Chudalia je l'ai toujours considéré comme un personnage à part entière en fait, justement parce que il arrive à la faire vivre. On ressent la crasse autant que le soleil qui tape sur les pierres, autant que l'air marin, que justement que les bateaux qui sont présents au port. Et c'est avec toutes ces images qu'il arrive vraiment à ancrer en nous, toutes ces images, cette multitude d'images en fait qui fait que Chudalia, on la connaît comme on peut connaître par cœur Don Benvenuto en fait. Et elle revient tellement parce que le gros de l'action quand même se passe là-bas.
je trouvais que c'était vraiment un coup de génie dans la mesure où généralement les villes, c'est ce que les personnages traversent. Ils sont là, sans plus. Ils font ce qu'ils ont à faire dans une ville, ils vont dans une autre, tout ça, tandis que là, vraiment, elle est d'une importance, vraiment, vraiment capitale. Et puis moi, ce que j'ai adoré avec cette ville, c'est que ça nous rappelle la Méditerranée, ça rappelle Venise, la République romaine, le soleil, comme tu me disais. Et ce qui est étonnant aussi, c'est... Enfin, tout de suite, on comprend que les noms des personnages ou que les objets, etc., possèdent en fait des consonances latines. Et j'ai trouvé ça tout de même assez rare, en fait, dans un livre, ce parti pris d'avoir finalement situé l'histoire dans une zone géographique qui pourrait être réelle. Donc ça donne encore plus de profondeur et... Ouais, t'as l'impression que Ciudadella, tu la connais comme si t'avais déjà été toi-même, en fait. Oui, comme si t'avais été à Florence ou quoi que ce soit, mais de toute façon, je pense qu'il a vraiment essayé d'ancrer son récit dans de la fantaisie historique, parce que concrètement, pour moi, personnellement, c'en est, parce qu'on s'éloigne un petit peu de la fantaisie classique, avec beaucoup d'elfes, beaucoup de nains, beaucoup même s'il y en a. de trucs comme ça. Oui, mais je veux dire, c'est vraiment... déjà, ça n'arrive pas avant un grand moment. Et pour moi, tout le récit est vraiment ancré dans l'histoire. Et justement, en choisissant une période que le monde a connue, ça marche encore mieux, dans la mesure où on a les références qu'il fait. Et comme tu dis, c'est des villes que si tu fais une petite recherche sur Internet, ou alors tu te dis, je pars en vacances là-bas, c'est quelque chose que tu pourras retrouver, ça. Ouais. Chose qui n'est pas évidente avec les récits de fantasy classiques, quoi. C'est ça. Si on veut parler du style et du genre, en fait, on est très loin du récit de fantasy. Souvent, on associe ça à la fantasy épique, tout ce qui est Seigneur des Anneaux, etc. Là, on est clairement plus dans le roman d'aventure que réellement dans ce qu'on attend de la fantasy, comme tu disais, classique. Même si aujourd'hui, c'est vrai que t'as quand même beaucoup de choses qui se font en fantasy. Tu prends Garrett, détective privé de Glenn Cook. On est dans du roman, du policier, du roman noir en fantasy, quoi. Donc, mais bon, l'idée générale quand même, c'est qu'on n'est pas du tout sur un roman de fantasy classique, que ce soit par la narration, la manière dont sont amenés les éléments. Tu parlais de la ville, effectivement, on n'est pas du tout comme on s'y attend dans les villes de fantasy où on les passe. Il y en a qui sont merveilleuses, mais on n'y reste pas non plus des plombes. Et justement, on quitte ces villes merveilleuses pour aller au-devant du danger. Alors que là, le danger, il est dans la ville, et on quitte la ville pour aller se mettre à la campagne. Ouais, mais c'est ça, ouais. Donc voilà, il y a plein de revers comme ça qui vont au fait au contraire de ce qu'on attend d'un récit de fantasy classique. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Moi, quand j'ai commencé à lire le livre, ça m'a fait penser à une histoire de KPDP. Tu disais le roman d'aventure, c'est exactement ça. Tout est centré sur l'action, les affrontements, mais surtout les manigances politiques. Et finalement, la magie, je pense que ça c'est important de le dire, c'est qu'elle est quand même légèrement présente. Et elle aurait pu même être absente du livre, même s'il y a certains détails clés où on en a eu besoin. Mais elle n'est pas non plus au premier plan, comme les elfes sont vraiment très très au second plan et arrivent bien tardivement. C'est vrai que c'est pas le propos, ouais. Enfin, pas vraiment, quoi. C'est ça. Oui, puis ils ont... Après, ça se fait partie de la création de l'univers. Il y a suffisamment de part de mystère avec eux et la magie pour te transporter dans un autre monde. Parce que sinon, autant lire du récit historique ouais. si c'est ce qu'on cherche. Ouais. Mais là, ça apporte une touche, et cette touche, elle est suffisamment délicate pour pas que ça écrase le reste. C'est ça qui est intéressant, je trouve. D'autant plus que, en fait, le moment où le surnaturel, on va dire, apparaît réellement, où les créatures un peu fantastiques sont là, c'est un moment particulier dans le récit où on quitte justement la ville, la politique, etc. Et puisque le personnage doit s'exiler pour une raison, et on va aller dans des zones sauvages, décrites en tout cas comme sauvages, loin de la civilisation, de la bonne civilisation sud-alienne, avec ses assassinats et ses complots. Et on va se rapprocher du sauvage, du mystique, du surnaturel, avec cette idée un peu comme au Moyen-Âge, où
où quand tu vas vers l'extérieur comme ça, tu peux très bien atterrir dans le monde de la magie, si tu veux. Ouais, puis en fait, c'est limite un récit dans le récit, c'est une parenthèse qui déconnecte en fait totalement de Chudalia, et je pense de toute façon c'est le but parce qu'il s'exile, donc et je trouve que c'est super bien amené parce que cet exil là on le subit nous aussi. C'est vrai qu'on est tellement bien dans cette vie, enfin tellement bien, ouais si on y est pris, bien en fait. Il y a l'attraction dont Benvenuto parle, c'est-à-dire à la fois on l'aime et on l'aille. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais lui, on sent qu'il l'aime, en fait, justement, parce qu'il a sa place là-bas. C'est un repère de coquins, de fripouilles, d'assassins. Et lui, on sent que c'est son truc, en fait. C'est sa vie là-bas. Et à un moment, il doit s'exiler. Donc voilà, je le répète. Et cet exil, nous aussi, le lecteur doit mettre entre parenthèses cet univers-là pour rentrer dans un autre univers qui a limite, en fait, encore ses règles à lui, ses règles propres, avec l'arrivée d'autres races et de machins comme ça, quoi. Et à ce moment-là, on a vraiment l'impression qu'il subit sa fuite, où il est vulnérable. Et c'est pour ça qu'il déraciné, je pense qu'il aime pas du tout. Ouais, c'est ça, il aime pas du tout la partie campagne. En plus, il doit attendre. Enfin, il est pas du tout dans l'action et ça se ressent. Et je pense que en tant que lecteur, de sentir le personnage subir un petit peu l'action. On a le sentiment que le récit il devient un peu plus long à ce moment-là. Je sais pas si pour vous c'était pareil. Alors pour ma part, moi de toute façon sur tout le livre, j'ai eu des passages que maintenant après une deuxième lecture, sans dire que j'aurais enlevé, mais il y a certaines choses que j'aurais pu couper, je pense. Et pour moi, en tout cas, c'est un point faible, c'est qu'il y a certains passages qui sont beaucoup trop longs, à mon sens, en tout cas. Et qui aurait pu être amputé de quelques pages. Donc, ouais, moi, des longueurs, j'en ai pas spécialement ressenti sur ce passage-là. On ressent, oui, l'impatience de Benvenuto, mais après, pour le reste, oui, on subit comme lui, quoi. Alors, en fait, si tu regardes la proportion qui se passe à Bourpreux par rapport à Chudalia, c'est minime. Hein. Vraiment, il ne reste pas si longtemps que ça en termes de pages. Après, dans la manière dont le récit est construit, on a effectivement un étalement en fait du temps de narration, et on a l'impression que c'est beaucoup plus long que ce que ça ne l'est réellement en termes de papier, quoi. Et ce que tu disais sur des longueurs, je sais pas si on parle de la même chose, mais à un moment il doit aller régler une affaire justement quand il est à Bourpreux, enfin en partant de Bourpreux, et on sait pas trop ce que ça vient faire là au début. Il raccroche les wagons après. Mais on se dit, est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Est-ce que l'événement qui s'est passé avant n'était pas suffisant ? Et là, je suis assez d'accord, et ça vient à mon avis d'une déformation professionnelle du monsieur, qui, je rappelle, est écrit pour du jeu de rôle, pour Casus Belli, et il a écrit le Te Deum pour un massacre aussi, qui se passe à peu près à la période où on imaginerait que le monde où se déroule le récit existe. On est un peu dans ce truc par exemple de KPDP, on est plus sur les guerres de religion, mais voilà, c'est un peu des univers assez proches finalement, et je pense que c'est lié à ça en partie. Et ça me rappelle même toute cette idée là avec on va dire un groupe de bandits qu'on rencontre plusieurs fois. C'est peut-être en trop en fait. Après il y a une explication rationnelle à tout ça évidemment, mais je trouve que c'était pas nécessaire effectivement. Ça alourdit un peu le reste. Ça fait partie. Ouais, ça fait partie des choses auxquelles je pensais. Mais après, par exemple, je crois même pas une centaine de pages, c'est vrai qu'il y a aussi un côté, à un moment, il commence à parler géopolitique. Ouais. Concrètement, on peut le dire qu'il y a des passages qui sont vraiment à rallonge là-dessus. Donc, pour moi, c'est un côté qui est obligatoire pour comprendre vraiment les intérêts de tous les personnages. Parce que ça, on l'a pas dit, mais il y a extrêmement beaucoup de personnages aussi. Bon, Benvenuto, c'est le principal, mais il y a beaucoup de persos, notamment dans la haute, parce que c'est quand même des jeux de pouvoir et des jeux de machin. Donc il y a une géopolitique aussi, parce que le monsieur a pas fait les choses à moitié. Et moi, c'est vrai que ce côté-là, j'ai un peu moins accroché à ma seconde lecture, j'avoue. Mais voilà, encore une fois, c'est obligatoire pour comprendre pourquoi l'un fait ci, pourquoi l'autre veut ça, et pourquoi Benvenuto est envoyé ici ou là pour faire certaines basses besognes, on va dire. C'est un point de vue. Voilà, non, oui, c'est vrai que j'ai balancé ça comme ça, mais voilà, moi c'est des passages par exemple que j'aurais enlevé parce que voilà, c'est pas, je lis, alors
ça va être, je vais me faire jeter des pierres. Mais c'est vrai que je lis pas spécialement de la fantasy pour entendre parler de géopolitique, même si quelque part, dans beaucoup de romans de fantasy, il y en a, mais avec des doses peut-être plus légères. Voilà. Donc j'aurais trouvé ça peut-être moins indigeste si ça avait peut-être pas été aussi développé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bah après, tout dépend. L'art et la manière. Tu prends dans Le Seigneur des Anneaux, il y a beaucoup de géopolitique, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui y pense quand ils le lisent. Pardon. Oui, là c'est brut, hein. Dans Gagner la guerre, c'est très je te balance ça, t'en fais ce que t'en veux, et après tu te démerdes avec ça, quoi. Parce qu'en fait, le personnage de Benvenuto, il nous parle directement. En fait, ça, on l'a pas dit, mais c'est vrai que c'est important, ouais. C'est lui qui l'écrit. Il l'écrit quelques temps plus tard. Il y a même. Pour pas tout dévoiler, il y a une partie qui est écrite à un certain moment et l'autre partie, à voir si c'est lui qui l'a écrite ou pas. Et il y a ce truc-là, et d'ailleurs, à plusieurs moments, il nous parle directement à nous, lecteurs, et il nous dit même faut pas croire tout ce que j'écris non plus. C'est moi qui la plume, je peux faire un peu ce que je veux, quoi. Mais en plus, connaissant le personnage, tu sais, tu te dis mais enfoiré, qu'est-ce que t'es en train de me faire lire, qu'est-ce que tu me racontes, c'est vrai, c'est pas vrai. Donc, il te fout le doute, quoi, ce con. Tu te sens manipulé tout d'un coup. Mais comme lui il l'est, en fait. Exactement. Je pense à plusieurs endroits, à mon avis, Jaworski il sait ce qui s'est passé, et en fait Benvenuto il nous dit pas toute la vérité. Je pense qu'on sait pas tout dans l'histoire. Après je me trompe peut-être, hein, mais non, mais après ça pourrait coller à la façon dont notre histoire aussi fonctionne. C'est-à-dire que bien sûr on nous relate des faits, mais il y a sans doute des faits qui ont été déformés ou alors qui sont faux, et ça on le saura peut-être jamais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses sur lesquelles on le sait. Donc certainement que oui. Il y a des choses où on sait que ce qui a été écrit est faux. Donc, tu vois, et je pense que c'est un peu le même procédé, c'est-à-dire que il réécrit peut-être aussi l'histoire à sa manière, voilà quoi. Surtout qu'il y a sur certains passages, il minimise quand même l'action ou les actes qu'il a fait, quoi. Donc passe un peu sous silence, ou il donne pas d'importance à un acte qu'il l'est réellement. J'ai un exemple en tête. Après, je sais pas si vous voulez aborder cette partie, mais... Vas-y. Déjà, on parlait tout à l'heure de la complexité du personnage, assez vague finalement, haute et basse, on l'aime pas. Mais je pense qu'il y a un détail qui est très important, c'est que lorsqu'il rentre au pays, il est quand même en plein traumatisme psychologique. Il s'est fait passer à tabac. Il a été en captivité pendant un long moment. Je sais plus si c'est une question de semaine ou de mois, mais en tout cas un moment assez important, vu que ses cicatrices se referment, sont un peu mal soignées, etc. Qu'il arrive à retourner au pays grâce à un échange de prisonniers et de rançons. Et en fait, quand il revient dans sa cité, il est complètement changé. Déjà, il est défiguré, il doit se faire poser de nouvelles dents. Mais franchement, les soins qui lui sont prodigués s'apparentent davantage à une torture physique faite par un boucher qu'à des réels soins. On lui colle un dentier en or. En plus, pour un assassin, c'est hyper discret, quoi. Lui qui a l'habitude de travailler dans l'ombre... Il se retrouve soudain sur le devant de la scène, merci patron. Il est affiché comme un monstre de foire, devant toute la cité. Il doit en plus jouer une véritable farce avec la famille Mastiga. Tout le monde le voit comme un héros. Il doit détailler en plus ce qui s'est passé sur le bateau. Il doit accepter les remerciements. Il humilie complètement la famille du défunt, quoi. Et de ce fait, tout s'accumuler, suite à ça, il pète un plomb. Et ça se termine de la pire de manière, parce que avec son amertume, la boisson, son désir accru après une longue captivité, il ne se maîtrise plus du tout, et il viole la fille de son patron, qui a une 15aine d'années. Et là, on déteste complètement le personnage, il y a un gros malaise qui se met en place. Là, j'imagine que comme moi, tous les lecteurs le condamnent et sont prêts à le jeter au bûcher.
Et l'ambiance, elle est malsaine parce qu'on n'attend qu'une chose, c'est que Léonide Ducator découvre ce qui s'est passé et lui fasse payer. Et la réaction de Benvenuto face à ça, bah, c'est qu'il minimise un peu l'acte qu'il vient de commettre par rapport à la jeune fille. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que, à mon avis, ça peut être un travers dans lequel des hommes peuvent tomber justement dans ce genre de situation, parce que la relation qu'il a, en plus, c'est Clarissima. Oui, Donna Clarissima. Ouais, Donna Clarissima, elle est assez bizarre, c'est-à-dire qu'il se cherche, mais comme tu dis, il dépasse complètement les bornes, je veux dire, au-delà de la différence de distinction sociale, etc. Là, on est dans encore autre chose, mais il y a ce truc, ouais, où on a l'impression qu'il cherche à prendre le pouvoir. Voilà, c'est vraiment une métaphore assez claire, je pense. Mais qu'après, il cherche des excuses. En fait, il se cherche des excuses pour expliquer son geste. Alors qu'il n'y a pas vraiment d'excuses, quoi. Quelle que soit la relation qu'il ait avec Don Clarissima, il y a aucune raison d'en arriver là, en fait. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça peut permettre de comprendre certains comportements, justement, après ce genre d'acte, et du coup, de pouvoir mieux cerner comment gérer ce genre de problèmes qui peuvent arriver dans le monde réel, hein, faut pas l'oublier. Et je trouve que justement, de ce côté-là, c'est à la fois, il y a le malaise, effectivement, c'est-à-dire que quand vous lisez ça, c'est assez choquant. D'autant plus qu'on s'attend à tout avec lui, sauf à ça, quoi. Ouais, c'est ça, on s'y attend pas. Et j'en étais où? Donc quand vous en arrivez là, forcément ça crée un malaise. Et en même temps, ça arrive à être suffisamment intelligent, on va dire, pour que ça nous permette d'apprendre quelque chose, en fait. C'est pas juste un viol gratuit comme ça pour créer un espèce de drame ou un côté encore plus sombre de Benvenuto. Ça l'ancre dans le réel et ça nous oblige en fait à voir les choses en face. Ouais, je suis d'accord. Ça ancre encore plus le personnage dans quelque chose de réel, quoi. Mais c'est un passage qui a été parce que du coup c'est vrai que je suis quand même allé voir, il y a eu quand même pas mal de réactions vis-à-vis de ça. Il y en a qui ont limite stoppé la lecture, il y en a qui ont continué, hein, comme nous, je pense. De toute façon on en fait mais ouais, moi personnellement je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose qui amène une réflexion encore sur la psychologie, parce que ça aussi, hein, c'est quand même des personnages qui sont même vachement travaillés. J'ai trouvé que même le moindre second couteau du bouquin est quand même extrêmement travaillé. Et là, il a poussé le truc limite à son paroxysme, en fait, pour nous l'imposer vraiment comme un homme qu'on pourrait côtoyer, qu'on connaît, qu'on a déjà vu, et tout ça. Et c'est ça qui fait mal, en fait, je trouve. Et c'est ça qui choque, et c'est ça, moi, qui m'a un peu retourné les tripes, en fait. C'est-à-dire que ça pourrait être n'importe qui, Don Benvenuto, au final. Et ce qui est vrai dans la vie réelle, parce qu'en général, les viols, ils sont, en pourcentage, ils sont plus souvent perpétrés par des proches que par des inconnus dans la rue. Donc, moi, c'est ça que je trouve fort, c'est qu'effectivement, c'est pas un passage facile, mais je trouve qu'au moins, il permet de comprendre des choses qui, dans d'autres récits, où il y a effectivement des viols, je sais pas, des pillards qui sont attaqués à un village, et tu sais que dans le récit l'auteur te dit en gros il passe les hommes par le fil et il viole les femmes, mais tu vois ça c'est grave aussi, mais en fait t'es détaché de tout ça, alors que là tu peux pas détourner les yeux, tu peux pas juste passer le truc et point barre, si tu veux. Mais tu vis la scène de toute façon, comme on le disait tout à l'heure, c'est que Benvenuto s'adresse directement à nous, en fait. Et là, c'est comme s'il nous disait, regardez les gars, regardez, voilà, moi j'ai fait ça. Et c'est comme si on te prenait la tête, comme tu dis, puis qu'on te forçait à regarder, en fait, ça. Et tu peux pas baisser les yeux, en fait. Alors, à moins que tu stoppes ta lecture et que tu retouches plus jamais, mais de toute façon, t'as déjà le nez dedans. Je veux dire, tu es simplement en train d'arrêter un truc que tu sais qui se passe, en fait. Donc, finalement...
c'est pareil, enfin tu sais, tu le sais. Et ouais, c'est ça qui est dérangeant en fait, c'est-à-dire que toi t'es spectateur de ça, et puis bah le récit à la première personne arrange pas la chose en fait. C'est justement encore plus immersif, je trouve. Et comme disait Merlin, il y a l'après, c'est-à-dire que quand il va revenir sur le sujet, tu vois qu'à chaque fois, il va chercher ce qu'il va pouvoir en faire. Est-ce qu'il faut le dire ou non ? Comment est-ce qu'il va se défendre de ça ? Comment est-ce qu'il va tourner les choses pour que ce soit pas aussi grave que ce que ça ne l'est ? Et il va pas tellement témoigner d'empathie vis-à-vis d'elle, tu vois, de Don Clarissima, putain, je vais y arriver. Et ouais, bien qu'ils aient une relation assez bizarre dès le départ, tu te dis quand même il pense avant à sauver sa peau plutôt qu'à se dire comment est-ce qu'on peut arranger les choses, enfin pas arranger les choses, comment est-ce que je peux faire en sorte qu'effectivement ce soit moins grave que ce que ça l'est, tu vois. Il va plus chercher à s'en sortir. En fait, tu viens de donner la réponse. En fait, c'est simplement une question d'ego. Enfin, c'est sauver son cul, comme tout au long du bouquin, en fait, au final. Et lui, je te dirais limite que la situation, il s'en fout, mais par contre, il sait très bien que si ça vient à se savoir, lui, il est mort, quoi. Donc c'est plus une question de voilà quoi. Enfin, c'est une question de sauver sa peau, quoi. Et c'est juste ça, je pense. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que il y a pas un viol juste pour avoir un viol dans le récit. C'est que ça construit la narration et ça donne aussi un autre aspect du personnage, parce que finalement, comme c'est un récit qui est écrit à la première personne, on le sent assez misogyne. On note quand même l'absence ou l'image des personnages féminins qui a assez peu mise en valeur. Il a peu de considération pour les femmes en général, surtout lorsqu'on s'attarde sur son vocabulaire. Notamment Donna Clarissima, il la qualifie de peste, de garce. Enfin oui, elle est agaçante, mais bon, tout de même. On va peut-être pas aller jusque là. Et puis pas forcément plus que lui-même, donc au final. C'est une gamine de 15 ans, quoi. Il y a un autre exemple qui me vient en tête aussi, c'est que on apprend, je crois que c'est plutôt sur la seconde moitié du livre, qui rejette l'amour de sa mère. Il la voit comme une prostituée. Donc on se dit, ah oui, déjà l'image qu'il a de la femme, c'est quand même sympa. Et quant aussi à la magicienne du clan Mastiga, mais sur ça j'en dis pas plus. Pareil, elle est neutralisée par comment il s'appelle déjà, le magicien, le nécromant, Sassanos, ouais. Et voilà, enfin vraiment, les personnages féminins ne peuvent pas être au premier plan. Déjà, voilà, on sent qu'il a un souci avec les femmes en général. C'est écrit à la première personne, mais non, les figures féminines ne sont pas au premier plan dans ce livre. Pour moi, c'est clairement pas un livre à recommander à une féministe. Elle risque de pas s'y retrouver dedans. Et on n'a pas parlé des négociations du début du livre quand il arrive à Racine. Oui. Ouais, c'est ça. Aussi, ah ouais. Après, c'est vrai qu'elle en prend plein la tronche, et pourtant, après là, je pense que c'est pourtant une question de culture, c'est-à-dire que lui, il la voit pas belle, mais dans le peuple chez qui il va, voilà, c'est des critères de beauté, en fait, et c'est ça qui est marrant de voir, c'est-à-dire que lui, il la juge vraiment moche, mais voilà, vraiment de son point de vue, quoi, sans se dire à un seul moment, en fait... Elle peut être belle aux yeux des autres. Il a pas cette réflexion, en fait. On dirait, c'est vraiment une vision qui est vraiment très, très égoïste, chez lui. C'est exactement ça. J'avais oublié ce passage-là, mais quand vous le remémorez, oui, il est assez épique. J'étais mort de rire. En plus, ça crée un peu d'humour aussi, parce que elle-même, donc le personnage féminin, quand elle voit Benvenuto, on comprend très bien que c'est que le messager, et voilà, ils le prennent pas vraiment au sérieux non plus, quoi. C'est un peu le jeu du poker menteur tout le long des négociations. On parle souvent dans le podcast des personnages féminins, parce qu'effectivement, globalement, moi j'en ai pas trouvé beaucoup des bien écrits. Globalement, je veux dire, on en trouve toujours. Tu prends la dame chez Glenn Cook, je trouve qu'elle est vraiment, c'est un super perso. Elle est merveilleuse.
Ouais, mais en fait, moi, c'est souvent mon problème, c'est que soit les personnages féminins sont pas présents ou peu présents, soit elles sont mises en avant, mais ils sont pas bien écrits. Donc, c'est un peu con, parce que du coup, ça sert pas spécialement. Mais comme plein de personnages masculins sont mal écrits, hein, donc. Dire c'est pas une question de c'est parce que c'est des personnages féminins, mais là pour le coup, ouais, je sais pas à quel point c'est lié à un truc que voulait donner Jaworski au personnage, ou est-ce que il se sent pas compétent d'écrire des personnages féminins aussi convaincants que ces personnages masculins, parce que je pense à Don Clarissima, qui est peut-être le personnage féminin le plus écrit et le plus présent, et c'est vrai que en dehors du fait que c'est une emmerdeuse, elle a pas tellement plus de personnalité que ça dans ce qu'on en voit en fait. Donc effectivement, je suis d'accord, à ce niveau-là, il y a une faiblesse. Après, à voir si c'est quelque chose de voulu, et dans ces cas-là, c'est un sens artistique, ou si c'est juste question d'habitude, en fait, dans la fantasy, on met très peu en avant les femmes. Là, j'avoue que je ne saurais pas répondre à cette question. En ce moment, je suis en train de lire Les Aventuriers de la mer, donc de Robin Hobb. Je suis à la dernière intégrale, j'ai peur de finir le livre tellement l'histoire est merveilleuse. Vous savez, le sentiment que voilà, c'est bientôt la fin et qu'il y aura plus il y aura plus cette histoire après. C'est terrible à lire les dernières pages. Et on a la chance dans cette saga d'avoir des personnages féminins très variés, très fortes, qui subissent un petit peu leur destin. Je trouve que c'est pas écrit de la même manière que pour l'Assassin Royal avec Fitz. Les personnages féminins sont très très approfondis. Et pour le coup, malheureusement, il y a l'un des personnages féminins, les personnages féminins qui sont assez malmenés tout au long du récit. Mais il y a une scène, malheureusement aussi de viol, donc j'ai enchaîné entre Jaworski et Hobb. Et en fait, tu as un viol raconté à travers les yeux d'une auteure, d'une femme, et où la victime est une femme. Et là, avec Jaworski, où c'est une scène de viol écrite par un homme qui concerne un homme. Et le parallèle entre les deux, mais c'est pas du tout le ressenti, les mots utilisés, etc. On est tous les deux, le lecteur est témoin à chaque fois des deux scènes, en tout cas, que j'ai lues. Et le vocabulaire, etc. utilisé n'est pas du tout le même. Donc je pense que Jaworski, en tout cas, Gagner la guerre, c'est écrit par un homme, et je pense que majoritairement c'est peut-être plus les hommes qui l'apprécieront, bien que j'ai adoré aussi, parce que voilà, ça cogne, ça guerroie, ça insulte, ça fourmille de vérité, de coups bas, et l'humour noir, etc. Peut-être que ça parle un peu plus, et peut-être qu'effectivement que l'auteur est un peu plus à l'aise avec la construction des personnages masculins, mais en tout cas dans la fantasy, il existe des personnages féminins qui sont forts. Je prendrais par exemple l'exemple du fou, également aussi de Robin Hobb, qui est un petit peu... Faut pas spoiler, ça, c'est un homme ou une femme? Voilà, tu vois. on doute beaucoup aussi là-dessus, mais en tout cas, comme personnage féminin, si on pense que c'est un personnage féminin sans forcément dévoiler la suite, c'est un personnage merveilleux. Alors moi je le déteste, mais comme la plupart des personnages de Robin Hobb, mais c'est pour ça que j'adore ce qu'elle écrit, c'est que j'ai beau détester la plupart des personnages, ils m'énervent tous, mais tout est tellement bien fait que tu peux que apprécier en fait. Je sais pas comment dire, c'est comme pour Chudalia, quoi. J'ai un amour une relation d'amour-haine avec ce qu'écrit Hobb. Elle est vraiment géniale, enfin au niveau de la construction des personnages, homme ou femme, c'est un exemple à suivre, ça c'est clair. Donc ouais, je vois ce que tu veux dire sur les Aventuriers de la mer, effectivement, ouais. J'ai lu ça il y a très longtemps, donc j'ai plus toutes les billes en tête, quoi, mais c'est vrai que c'est un bon exemple, ouais. Moi je pensais à Thénard aussi, et la plupart des personnages féminins d'Ursula Le Guin aussi, forcément, qui me reviennent directement, quoi. Mais ouais, j'en vois pas tant que ça, quoi. Et me citez pas des personnages dans le Trône de Fer, parce que là vous allez m'énerver très fort. Non, après il y a des bons personnages féminins, mais après il faut se les cogner. C'est
c'est dans les tomes de La Roue du Temps, où le personnage principal, au fur et à mesure de la narration, a l'embarras du choix et qu'il n'a pas qu'une seule épouse, il en a plusieurs, et chacune ont leur trait de caractère et sont assez forts aussi. Mais bon, une série qui n'est pas terminée, qui compte à l'heure actuelle, si ma mémoire est bonne, 22-24 tomes. Des pavés aussi gros que Gagner la guerre. Donc faut avoir envie de la commencer, la série là. Ouais, puis il faut se cogner le premier tome qui est imbuvable. C'était c'était une horreur. Je sais pas comment il a la suite, mais moi j'ai lu le premier, j'ai fait plus jamais, c'est bon. C'est vraiment une copie du Seigneur des Anneaux, le premier, quoi. Oui, c'est ça. Mais je sais quoi, il y a une réputation et que ça s'améliore par la suite, c'est clair. Enfin, tu crées pas une série de 24 tomes si au bout du 3e c'est toujours aussi nul, quoi. C'est ça. Heureusement, dans le niveau il augmente au fur et à mesure des épisodes, mais par contre il y a des tomes qui sont, désolé, mais qui sont vraiment ennuyeux, pas terribles, et d'autres qui sont où ça dévoile, enfin tout se rejoint en fait. Et là tu dis ouais, ce tome là il apporte vraiment quelque chose, il est fort et t'as qu'une envie, c'est de lire la suite. Et puis tout d'un coup tu tombes sur un creux où ça va bien lent. Bon, pendant 10 ans on fera un podcast spécial La Roue du Temps. Et sinon, concernant les autres personnages de Gagner la guerre, quelles ont été vos préférences? Qu'est-ce que vous avez aimé? C'est marrant parce que je voulais repartir là-dessus, je viens de y repenser. Eh bah tu vois, je lis dans tes pensées. Je suis pas quelqu'un de très compliqué, hein. Oui, j'y ai pensé tout à l'heure quand tu parlais de... On n'a qu'une envie, c'est que le père de Don Clarissima voit ce qui s'est passé avec Benvenuto. Moi j'avais pas envie dans le sens où... Enfin j'avais envie et pas envie dans le sens où lui-même c'est un... En fait je vois pas pourquoi lui se permettrait de juger Benvenuto alors qu'il est au moins aussi sale que lui. Je parle en général, hein, pas sur la scène dont on parlait. Et c'est vrai pour beaucoup de personnages en fait... Ils se tirent tous dans les pattes, ils essayent tous de dominer les autres. Là, on peut revenir sur le côté très masculin du récit. Et du coup, en fait, t'as envie de voir gagner personne parce qu'ils sont tous plus moches les uns que les autres. Je parle là d'un terme psychologique. Et pour autant, c'est génial de les voir se mettre des couteaux dans le dos. T'as envie de savoir qui c'est qui va arriver à ses fins, en fait, au final. Ouais, moi j'ai pas eu de... Le nécromant, Sasano, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Déjà, la description physique du bonhomme, moi je la trouve incroyable. Et voilà, le fait que là, en grande partie, la magie arrive par lui, j'ai trouvé ça cool. Puis surtout, le système de magie, ça je trouve ça quand même assez important. C'est aussi un truc... qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui a été pensé, ça on le voit de plus en plus, c'est bien parce que ça se limite pas à la magie, voilà, elle arrive comme ça, et merci madame, une bise sur le front, tu vas te coucher. Là c'est vraiment quelque chose de travaillé, c'est un truc que j'avais retrouvé, que j'avais apprécié aussi sur les Jardins de la Lune, sur la saga de Erickson, je crois, ouais. Et voilà, moi j'aime bien quand c'est bien, quand ça sort un petit peu de l'ordinaire et que c'est pas du réchauffé. Et à ce niveau-là, j'ai vraiment accroché. Sinon, moi j'ai vraiment une préférence pour les personnages de la haute, parce que moi aussi ça me fait marrer de les voir essayer de s'entretuer. Et c'est surtout ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on sait jamais à aucun moment ce que l'un pense vraiment, parce que c'est quand même un récit au niveau de la narration, qui est vachement fermé, parce qu'on a simplement le point de vue de Benvenuto qui lui ne sait pas où les personnages veulent vraiment aller. Et ça, au niveau de l'intrigue, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et comme disait Cookie, de toute façon, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Donc voilà, moi j'ai trouvé ces pourritures vraiment excellentes, parce qu'ils sont vraiment capables de la pire des choses en fait pour arriver à leur fin. Et ça, je pense que c'est ce qui nous fait aussi tenir jusqu'à la fin, parce que c'est quand même un gros pavé, hein, on l'a dit tout à l'heure. Et voilà, de voir ces puissants en train de s'étriper là, c'était vraiment cool. C'est ça. Et le plus fou, c'est qu'on se dit, ils ont gagné la guerre, mais non, enfin, ils trouvent pas d'entente. C'est celui qui aura la plus grosse part de gâteau. Et
C'est une question de pouvoir, ouais. Et c'est assez surprenant parce qu'on pourrait penser que voilà, tout va rentrer dans l'ordre, la cité va prospérer, etc. Mais pas du tout. Enfin, quand on voit l'état de la cité à la fin, on se dit mais ils détruisent tout, quoi. Le pouvoir détruit tout. Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut en tirer. Puis c'est quelque chose, encore une fois, qui s'applique à notre monde. Je pense qu'il n'y a jamais vraiment de fin à tout ça. Il y a tellement d'enjeux. Voilà, c'est pour gérer une ville, et on parlait de géopolitique tout à l'heure, et une ville et autres, ce qu'il y a autour aussi, et les influences que cette ville va avoir sur ce qu'il y a à côté, etc. Donc pour moi, c'est un problème qui a pas de fin, en vérité. Et puis de toute façon, il termine voilà, comme tu le disais, en détruisant tout, mais de toute façon, ce sera reconstruit pour être sans doute redétruit derrière. Donc c'est marrant ce que tu dis qu'il n'y a pas de fin, et justement le récit se termine sur une non-fin. Ouais, et j'ai trouvé que ça reflétait tellement le bouquin, juste dernière phrase reflète tout pour moi, en fait. Parce qu'elle remet encore tout en question. Attends, est-ce que j'ai la dernière phrase? Je l'ai sous les yeux. Vas-y. La dernière phrase est pas compliquée. L'enfoiré. C'est un truc qu'on utilise. Voilà, l'enfoiré, ça résume c'est même, tout. Voilà. C'est ça. L'enfoiré. Ça résume tout le livre. Voilà. Ça résume et le personnage et l'histoire, et voilà, ça clôture vraiment. Je pense qu'on pouvait pas mieux finir un livre. C'est en fait. ça. Moi, c'est vraiment le paragraphe d'avant auquel je pensais. Effectivement, l'enfoiré, c'est pas mal. Il porta la coupe à ses lèvres sans me quitter du regard, les yeux plissés d'ironie. Il interrompit son mouvement, hésita à peine. D'un geste plein de générosité, il écarta finalement le hanap et me le tendit. Après toi, dit-il. C'est ça. C'est génial. Donc du coup, il est mort ou il est pas mort? Et ça, on ne saura peut-être jamais. Encore une fois, c'est un truc... voilà. A priori, je crois qu'il y a une suite dans les tuyaux. Donc c'est qu'il est pas mort. Mais attends, est-ce qu'il nous le tuerait pas au début du récit, histoire de dire il y a la suite? En fait, c'est un autre personnage et je vous le dis pas. Ouais, après, si le personnage est aussi bien, j'allais dire, a autant de gouaille, mais au final, c'est tout le récit qui a de la gouaille. C'est super bien écrit, parce que c'est vrai moi, je voulais en parler aussi un petit peu de l'écriture, parce que voilà, dire que c'est un bouquin qui est bien écrit, pour moi, c'est un euphémisme, parce qu'on sait que Benvenuto s'exprime bien, mais c'est l'auteur qui le fait s'exprimer comme ça. Et du coup, il y a eu des avis aussi assez mitigés, justement, en disant que cette écriture-là était peut-être un petit peu pédante, un petit peu élitiste, et quoi que ce soit, qu'il y en avait peut-être trop, que c'était peut-être même indigeste passé un moment. Mais moi, personnellement, c'est ce qui fait que Jaworski est un de mes auteurs français préférés, sûrement. C'est que voilà, c'est vraiment très très bien écrit. Après, ça a amené une question que moi, je me suis posée. C'est est-ce que, du coup, ce haut degré de maîtrise de la langue brouille pas un petit peu la vie qu'on peut se faire du livre? Est-ce que simplement parce qu'il est bien écrit, ça occulte pas les défauts qu'il peut y avoir? Est-ce que l'écriture est la seule échelle de valeur du livre ou pas, quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Après, ça dépend comment tu vois les choses. Et on n'aura peut-être pas tous la même opinion concernant un livre bien écrit ou non, même si là, c'est dur d'aller dans le sens contraire. Mais pour moi, non, un récit bien écrit, même qui peut être un peu plus costaud que ce dont tu as l'habitude, pour moi c'est toujours un plus, parce que ça apporte un plaisir de lecture supplémentaire. C'est toujours un peu le problème quand tu proposes un livre et on te demande s'il n'y a pas trop de description. En fait, la description, ça alourdit pas un récit. Si c'est mal fait, oui. Mais après, c'est toujours pareil, si toi t'as pas l'habitude de lire des descriptions si t'es pas capable d'apprécier une bonne description, forcément c'est toi qui vas avoir des problèmes à apprécier une belle écriture, tu vois. Mais ça dépend de chacun, et je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ça, quoi. Chacun trouve un peu son plaisir là où il veut sur ce genre de choses. Mais là où je te rejoins, moi, c'est qu'au contraire, je trouve que sa manière d'écrire pour ce livre-là convient parfaitement avec ce qu'il essaye de faire passer comme sensation. Donc de ce point de vue-là, c'est réussi. Ouais. Après, il y a peut-être des mots un peu techniques ou ce genre de trucs qui peuvent rendre la lecture un peu plus compliquée, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Tu t'arrêtes jamais parce que tu comprends pas un mot.
Alors que moi je suis allé ouvrir un dictionnaire 2-3 fois pour voir de quoi il parlait réellement, comme l'exemple que je donnais pour les bateaux. Je suis allé voir par curiosité, mais tu comprends bien qu'il te parle de bateaux, donc t'as pas besoin de vérifier pour savoir, tu vois. Donc de mon point de vue, c'est pas un reproche qu'on peut faire à ce livre-là. Après, sur d'autres récits de Jaworski peut-être, mais en tout cas dans le contexte de gagner la guerre, pour moi l'écriture est en adéquation avec ce que voulait faire l'auteur et fonctionne très bien. Le style d'écriture ne m'a pas gêné, et je trouvais que justement ces descriptions, etc., enfin, il y a toujours un petit trait d'humour qui vient se glisser, ce qui fait que moi qui adore choper quelques citations, dans les livres que je lis pour aussi les mettre sur la page de Merlin, avec Jaworski c'est beaucoup plus compliqué parce que finalement le trait d'humour ou la chute, ça fait plusieurs pages ou plusieurs paragraphes, donc c'est un peu plus compliqué. mais effectivement, comme tu me disais, Cookie, même s'il y a certains mots sur lequel on tique un peu, qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer, ça n'empêche pas de comprendre l'entièreté du paragraphe. Mais je comprends après qu'on puisse que certains soient bloqués, tout dépend aussi le type de récit et peut-être aussi peut-être le nombre de livres liés à l'année, je sais pas, qu'on lit dans une année, je sais pas du tout si c'est lié, mais je sais que ça m'avait fait ça aussi pour c'était les Salauds gentilshommes de Scott Lynch, où il y a certains passages où on est un peu perdu, surtout au niveau du tome 2 qui se trouve en mer, où il y a des moments, je décrochais parce que oui, j'aime bien les descriptions, mais j'aime bien aussi l'action, et là j'avais le sentiment de subir un petit peu la plume de l'auteur, et ce qui fait peut-être que j'ai moins apprécié le deuxième, et que j'ai eu un peu plus de mal aussi à rentrer dans l'aventure du premier tome, donc je comprends, mais je trouve que pour le coup Jaworski ça colle parfaitement au perso, quoi. Non, on est bien d'accord, ouais. Mais c'est vrai que je me posais cette question parce que c'est vrai que c'est assez hallucinant le nombre de personnes que ça a pu rebuter, quoi. Là, encore une fois, pour moi, c'est vraiment une question de sensibilité. Parce qu'il y a des livres, on dira, enfin, tu verras, c'est génial, c'est facile à lire, c'est plein d'actions, etc. Et en fait, tu ouvres le bouquin, tu fais, ouais, mais il y a beau y avoir beaucoup d'actions, c'est chiant à mourir, super, parce quoi. que c'est très stérile aussi, tu vois. Ouais, bien et sûr. Inversement, tu vois, c'est vraiment une question de ce que tu recherches dans ta lecture. En fait. C'est ça, et puis quelle appréciation tu peux faire par rapport aux objectifs que l'auteur s'est donné. Tu vois, si tu me dis, c'est un gamin de 16 ans qui a écrit ça, et que effectivement, t'as des moments un peu chiants, que ce soit de la description ou de l'action, mais qu'il arrive à peu près à faire ce qu'il voulait produire, ouais, je veux dire, pour son âge, c'est bien, tu vois, c'est déjà bien. Tu prends un écrivain qui a 20-30 ans d'expérience et qui t'écrit un pavé chiant à écrire, qui n'apporte rien en fait à sa narration, tu fais, non mon gars, là tu remballes tout, puis tu nous réécris tout là. S'il te plaît. Tu vois, c'est une question de perspective, c'est comme dans la musique, une musique elle est pas bien parce qu'elle est compliquée ou parce qu'elle est simple. C'est est-ce qu'elle réussit ce qu'elle veut réussir à faire, tu vois. Si tu prends une fugue de Bach qui est nulle, c'est pas parce que c'est une fugue que c'est bien, tu vois. Elle est peut-être mal faite celle-là, mais il l'a peut-être écrit au coin d'une table bourrée, et, tu sais pas, tu vois. Et non, personne ne le saura d'ailleurs. Et tu prends du blues à 4 accords, t'as quand même des classiques qui sont des super chansons, tu vois. Ouais, bien sûr. Et bien entre tout ça, t'as tout, quoi. T'as du blues nul, et puis t'as des grands chefs-d'œuvre de la musique savante. Donc parler de la technique, c'est toujours compliqué parce que ça dépend vraiment de l'ambition que t'as par rapport à ça, quoi. Bon voilà, pour ma part en tout cas, c'est bon. Je l'ai énervé, donc moi je suis content, c'est bon. Ah non. Voilà. Ouais. Voilà, comme d'habitude. Non, on va pas se quitter fâché quand même. Non. Mais en fait, là, tu vois, je fais le parallèle, et puis quand je ferai mon Realm of Kawa, je ferai un parallèle sur la technique en musique, et je parlerai de la littérature. Voilà, c'est pas con. Ouais, enfin, la question ce que je comprends que tu essayais de sous-entendre, peut-être, c'est est-ce que ça peut être un blocage. À mon sens, c'est pas un blocage. Après, si ça te bloque, tant pis, quoi, mais ça vient pas du livre, ça vient du... Et je vois ce que tu veux dire.
Donc c'est bon, on est sur la même longueur d'onde. Ah non, on se fâche pas. Hein. On se fâche pas au coin du feu. Non, jamais. Vous avez d'autres trucs à rajouter du coup? Même si on pourrait parler de ce bouquin pendant, je pense, au moins une bonne semaine d'enregistrement. Ouais, bah alors là, on sera obligé de spoiler des trucs. C'est ça. Ouais, carrément, ouais. Non, je suis content, c'est vrai qu'on est arrivé à faire l'émission sans trop en dire. On s'était mis d'accord en fait en off avant de commencer, et ben sur la scène du viol. Hein, on s'est dit que c'était quand même important d'en parler parce que c'est vrai que quand on tombe comme ça dessus, ça peut être raide. Et pour les personnes qui n'ont pas lu le bouquin, voilà, je pense que c'est important qu'elles soient prévenues aussi. Et après pour le reste, on n'a pas. Je suis fier de nous, c'est bien. En tout cas, moi je vous remercie. Les garçons, parce que grâce à vous, le Gagner la guerre, il traînait un petit peu dans ma bibliothèque, il prenait un petit peu la poussière. Grâce à vous, je l'ai ressorti et je regrette pas du tout ma lecture. J'ai rencontré un auteur avec une plume vraiment extra et j'ai commandé d'autres livres de ce monsieur. Donc j'ai hâte de lire, de lire la suite, de découvrir un petit peu d'autres de ses aventures et puis peut-être réitérer l'expérience de se refaire un nouveau podcast avec une nouvelle aventure à décrire. Bah carrément, ça pourrait être cool. Moi, pour la petite histoire, c'est un bouquin justement que Cookie m'avait offert pour mon anniversaire. Oh, c'est trop mignon. Ah ouais, il m'a dit tiens, prends ça. Il m'a balancé le bouquin à la gueule, j'ai eu une fracture ouverte du crâne tellement que le truc était épais. Bah, si tu me décris comme un homme violent, c'est complètement faux. Non, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est. Voilà, du coup, c'est un bouquin que j'ai toujours qui est complètement corné et tout. Et, parce que tu sais, je suis un vieil homme, hein, donc du coup, il commence à traîner dans ma bibliothèque depuis un petit moment, celui-ci. Et non, il m'a fait découvrir vraiment un bouquin exceptionnel, je dirais, parce que c'est vrai qu'il ressemble à rien de ce que j'ai pu lire jusque-là, et ça reste un des cadeaux les plus marquants qu'on m'ait fait. C'est beau. Donc merci encore. De rien. Je suis sûr que le mec se souvenait même pas que c'était lui qui me l'avait offert. C'est ça. Je pense qu'il découvre en même temps. J'en étais sûr. Oh putain le con. Bah merci. Désolé, hein. mais sympa le cadeau. En fait, je l'ai offert. T'avais pas encore de cheveux blancs, donc c'était il y a. Non mais parce que tu sais, je me suis dit il va bien me balancer un petit fion quand même. Tu sais, on parle de mon anniversaire, tout ça, machin. Je lui disais rien, tu sais, un petit sous-marin là. Je dis non mais il se souvient pas en fait, tu vois. Je te connais maintenant. Mais si, là, maintenant que t'en parles, je vois vaguement. Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Je suis content que ça t'ait plu. Je t'en offrirai d'autres. Ouais, merci, ouais, c'est sympa. Nous aussi on te remercie du coup Merlin d'avoir accepté de venir discuter avec nous, parce que comme t'as pu entendre, on a tendance à se prendre le bec de temps en temps. C'est pas évident de se trouver une place entre nous deux. Et ça fait... Vous m'avez fait une petite place. Et ça fait du bien d'avoir un point de vue aussi différent des nôtres, parce qu'on a nos marottes, mais du coup on peut passer à côté de certains éléments, et c'est vrai que c'était pas mal d'avoir ton avis aussi. Effectivement, ouais, si on trouve un autre livre à chroniquer tous ensemble, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, moi je suis assez partant. Ah ouais, carrément, c'est quand vous voulez. Faudra se retrouver un truc. Ça marche, on se retrouve au coin du feu alors. C'est ça. Pas de problème, écoute, j'espère que t'as été bien. Oh, j'ai été très bien accueillie. En plus, j'avais une petite laine, parce que bon, c'est pas tout ça, mais quand on prend de l'âge, voilà, on a ces petits os qui refroidissent et c'était un peu. On dirait pas, hein. C'est ça. C'est vrai, les petits chamallows, tout ça, la petite laine. Ah ouais. Et voilà, moi de mon côté, Cookie, ça m'a fait plaisir de refaire une émission avec toi, parce que du coup, ça faisait un petit moment, on a fait pas mal de trucs solo. Merlin, j'étais vraiment super content de t'accueillir ici, donc voilà, encore une fois, c'est quand tu veux. Ça marche. Bah écoutez, je vous envoie un petit message par pigeon voyageur, et puis on se reprévoit ça. Allez, ça marche. De notre côté, Cook, nous on se retrouve dans 2 semaines pour le dernier épisode de la saison, hein, c'est bien ça, avant les vacances. Avec, alors, ça va encore chier à mon avis, on va encore peut-être se prendre on va encore peut-être se prendre la gueule, voilà, ouais, c'est ça. Pour un classique, on va peut-être pas dévoiler le bouquin, on va garder la surprise, hein. Mais là c'est du classique de chez classique. Très grand classique. J'ai une dent contre les classiques maintenant. Ouais, mais la question c'est, est-ce que c'est pire que Dracula ? Franchement... Franchement... ça va chier. Je ne t'en dis pas plus.
Ça va être marrant. J'ai hâte d'écouter ça. En tout cas, pour les auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur les liens habituels, hein, Deezer, Spotify, SoundCloud, YouTube. Il y a le YouTube. Ouais, c'est ça. Et puis les réseaux sociaux C'est ça. habituels, Instagram, Facebook et Twitter. Exactement. Merlin, est-ce que tu as déjà donné les endroits où on pouvait te contacter ou pas? Vous pouvez me contacter sur la page Instagram des livres de Merlin, donc @livres de Merlin. Et puis après par mail aussi si vous souhaitez papoter. Avec plaisir. De toute façon, quoi qu'il en soit, je mettrai les liens vers tes pages dans la description de la vidéo. Je vous remercie. Mais de rien, c'est bien normal. Et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines, au coin du feu. Et d'ici là, lisez bien. Lisez beaucoup et surtout, hydratez-vous parce qu'il commence à faire chaud. Salut! C'est ça. Salut! Salut!